assume en espérance télé notre challenge de ce jour. Bienvenue dans ce grand format du jeudi, format consacré aux inondations. Nous sommes en pleine saison des pluies. Restez donc attentifs parce que c'est midi. C'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Et nous avons un public assez chaleureux. On aura l'occasion d'échanger, de mieux les connaître. Merci beaucoup pour toute cette bonne énergie que vous distillez tout de suite à l'entame de cette émission. Permettez-moi donc de vous présenter ma team du jour. À ma droite, Paulus Agathon. Alors... Bonjour Caroline, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors Caroline, moi aujourd'hui, j'ai envie de piquer Dr Philo. non, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai entendu que vendredi dernier, en mon absence, il a osé dire qu'il aimait quand je n'étais pas là et qu'il pouvait s'accaparer Manuela tout seul. Et voilà qu'aujourd'hui, elle n'est pas venue. Et moi, j'ai envie de le... Allez, vas-y, On profite pour faire un gros coucou à Manu. En tout cas, on espère te voir très bientôt. Manu attend un événement heureux, donc comprenez qu'elle soit un peu fatiguée. Voilà. Docteur Philo. Oui. Un vrai docteur. Vous vous apprêtez à passer en salle pour une opération ou mais pas? dans quelques instants, hein. Je dirais à la police, mais ça ne sert à rien de se disputer pour quelqu'un qui n'est même pas là. Il sait même pas. Ben, Caroline, vous l'avez dit, ben, je suis prêt à rentrer en salle d'opération aujourd'hui. Vous savez, quand le mal est profond, les piqûres ne peuvent rien faire. Alors, je venais tout mon arsenal de chirurgie, d'opération chirurgicale. Alors, je vais, comment dire, opérer ces Ivoiriens qui se sont mal comportés hier. Je vais profiter pour présenter les excuses de toute la nation au peuple nigérien. Vous savez, la Côte d'Ivoire, depuis belle lurette, nous sommes un pays hospitalier, un peuple hospitalier. Parce que ceux qui se sont comportés de la sorte hier, ces actes de vandalisme, ce ne sont pas les vrais Ivoiriens. Un vrai Ivoirien ne se comporte pas comme ça. Pour un oui ou pour un non, vous vous attaquez à des gens qui vivent avec nous. Ça, ce ne sont pas des vrais Ivoiriens. Et on demande à certaines personnes, ils disent non. Et quand on a commencé, les voleurs se sont infiltrés. Toi-même là, pourquoi commencer? Pourquoi tu as commencé? Pourquoi tu as commencé? Pourquoi? Alors, nous sommes dans un pays, il faut qu'on soit clair. C'est vrai, on fait comédie, on fait rire, on s'amuse, mais quand il y a la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. Laissez les gens tranquilles. S'il y a un souci, nous sommes dans un pays de droit, on a un état de droit, le gouvernement va sortir faire un communiqué à la télévision. Et puis on prend les dispositions. Mais il n'y a pas de rien sur les réseaux Facebook, qu'on a vu une image de quelque chose, là-bas on a frappé quelqu'un, quelqu'un a appelé quelqu'un Ivoirien. Vous sortez, vous attaquez aux pauvres gens. Arrêtez. Il faut arrêter. Ce n'est pas ces valeurs-là que le père fondateur de la nation, Félix Houphouët-Boigny, nous a inculquées, nous les vrais Ivoiriens. Alors, vous, ces faux Ivoiriens que vous êtes là, si vous n'arrêtez pas, moi-même je vais appeler au palais président. Quand les militaires vont sortir... En fait, docteur Philo, je veux dire... Quand vous parlez de faux Ivoiriens, ce sont des Ivoiriens qui ne sont pas hospitaliers, des Ivoiriens qui ne retiennent pas ou qui n'ont pas retenu l'éducation du père fondateur, donc qui rament en quelque sorte à contre-courant. Et on dit non à cela parce que nous sommes un très beau pays et ce sont des valeurs qui nous sont chères, on veut les préserver. Merci infiniment, docteur Philo, et que ça arrête les conflits inutiles, ça ne nous mènera nulle part. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons d'inondations. Les pluies diluviennes sont de plus en plus récurrentes et les populations urbaines et celles d'Abidjan sont exposées à de graves dangers. Que faire pour préserver notre bien le plus précieux? Il s'agit de la vie. Alors, le thème du jour, sinistré suite aux pluies diluviennes d'Anyama, j'ai tout perdu. C'est donc notre thème de ce jour et notre invité se nomme Sangaré. Il est commerçant. Monsieur Sangaré, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes commerçant, père de 14 enfants et vous vivez à Ndautré maintenant, dans la commune d'Anyama. Oui. Vous êtes une victime de l'éboulement du 18 juin 2020 dans la commune d'Anyama, au quartier Schneider-Fakala. Eh bien, nous profitons pour saluer toute la population d'Anyama. Merci. On vous embrasse très fort. Alors, pour traiter ce thème, notre invité témoin ne sera pas seul. Nous avons donc invité un spécialiste, M. Ferdinand Eclou. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes chef de service prévision générale et météo marine. Votre rôle, c'est de faire des bulletins météorologiques pour prévenir les populations sur les dangers liés aux phénomènes météorologiques. Exact. On en saura un peu plus au cours de cette émission. Alors, très chers téléspectateurs, vous voulez certainement en savoir un peu plus sur la vie de notre invité témoin, M. Sangaré. Écoutons donc ce récit écrit
par Adji Raymond et élu par Nafi Touré. Du jour au lendemain, sa vie a basculé. Ex-résident du quartier d'Anyama, dans la banlieue d'Abidjan, Sangaré est surpris par les inondations qui déferlent sur cette agglomération en juin 2020. Autour de lui, de nombreuses habitations subissent les dégâts. 7 personnes décèdent dans les inondations. Au vu des risques qu'il encourt, de par le positionnement de son domicile, Sangaré se fait déguerpir par les autorités compétentes qui cherchent à éviter d'autres pertes en vie humaine. Les préjudices qu'il a subis, il vient en parler sur le plateau de C'est Midi avec Caroline. Alors, Monsieur Sangaré, on aimerait savoir combien de temps exactement vous avez vécu dans ce quartier? Bon, moi, j'étais là-bas à 2013. Pardon, oui, 2007. 2007. 2007 à 2020. 2007 à 2020, donc ça fait 13 ans que vous avez vécu là-bas. Oui. 13 ans. Oui. Et je veux dire, depuis 13 ans, il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a pas de problème. Même quand il pleut, il n'y a pas eu de problème. Oui. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Le couleur propre, il n'y a pas de problème. Mais depuis qu'il y a eu 3-4 caniveaux bougés, c'est infonctionnel, c'est dans ça qu'il y a eu problème. Pendant 3 ans, 3 caniveaux ont bougé, ou 4. C'est un qui était fonctionnel. Donc, ça qui a fait à aujourd'hui, quand j'ai dans le caniveau, ça venait aussi diminuer la pression de ce qui fonctionne. Donc, 3 ans, l'eau est stockée, volumée. D'accord, on y reviendra. Okay. Mais on aimerait savoir, ce 18 juin-là, qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre secteur exactement? D'abord, le soir de 17 à 18, il y a eu pluie. Bon, quand la pluie a coupé, vers 1h du matin, on atteint un gros bruit. Chacun se dit que c'est un tonnerre qui est tombé quelque part. Alors que l'arrêt qui s'est détendu. Quand c'est détendu maintenant, plus il y avait l'eau qui était cantonnée. L'eau a commencé à pousser maintenant la boule de l'arrêt. Ça que je rends compte. L'endemain, de 8h30 à 9h, on est là, on voit que l'arrêt là, c'est là comme il y a quelqu'un qui pousse. Vous parlez des rails. Hein. Oui, ça pousse un peu. La boue qui est en bas là, ça doit reculer un peu. Nous, les gens, on est là pour voir ce qui se passe. Donc, on a commencé à courir pour secourir ceux qui sont dans la maison. Ils n'ont pas sorti. La tête qu'on a venue. C'était beaucoup mieux. Donc, 10 minutes, 15 minutes après, on a vu ça déversait sur les maisons. C'est-à-dire 4 coups où il y avait les gens dedans. Les enfants qui sont dormis, il y a 2 qui sont pris par l'école. On a vu un coup, on a que quelqu'un a soulevé la maison pour jeter. Donc, la boue a versé sur 17 personnes. Voilà. Des femmes eux-mêmes. Et il y a eu beaucoup de morts. Oh, 17 morts. Il y a eu jusqu'à 17 morts. Donc, tout ça, maintenant, on a commencé à appeler, ça peut pomper, comme c'est là, la mairie. Beaucoup d'entre eux au secours. Donc, de 10h jusqu'à 14h, on était dans la boue. Il y avait le sous-préfet, qu'on voit son photo dedans. Il y avait le commissaire, le gendarmerie, afin que tout le monde ait marqué. Beaucoup d'entre eux au secours. Ils ont fait tous les hommes là, ils étaient déjà 14 heures passées. D'accord. Oui. Merci, M. Sangaré. Alors, M. Eklou, là, il nous explique, en fait, il a vécu dans un secteur pendant plus de 17 ans, de façon paisible. Oui. Et du jour au lendemain, un 18 juin, c'est la catastrophe. Oui. Il y a des morts qui s'ensuivent. Quelle explication on peut donner à cela? Ce qu'on peut dire, c'est vous ne pouvez pas prévoir le comportement d'une pluie. Vous pouvez rester de longues années dans un lieu et vous n'allez pas avoir de pluie exceptionnelle. Mais ce jour-là, il y a eu une forte précipitation, de fortes pluies au niveau de Abidjan Sud et Abidjan Nord. C'est-à-dire quand vous prenez la zone d'Anyama, on a eu de fortes précipitations. Mais ces fortes pluies, lorsque vous avez ces fortes pluies, cela peut bien sûr provoquer des glissements de terrain. C'est pour cela qu'on demande le plus souvent aux populations de libérer les zones à risque. Parce que lorsque vous habitez à côté d'un flanc de colline et autres, vous pouvez subir ce genre de phénomène-là. C'est-à-dire la terre peut se détacher de la colline et glisser. En ce moment-là, vous avez ce qu'on dit souvent, c'est des glissements de terrain. Et ces glissements de terrain peuvent occasionner des morts. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé au niveau de la région de Anyama. Mais il a aussi soulevé
lorsque nous avons des ouvrages de drainage qui sont réalisés, il faut éviter de rendre inefficaces ces ouvrages de drainage. C'est-à-dire, la population doit éviter de jeter les ordures dans les caniveaux, comme on le dit, parce que lorsqu'il va pleuvoir, ces caniveaux-là ne pourront plus recueillir l'eau. Et en ce moment, l'eau va utiliser n'importe quel chemin et rentrer dans les maisons. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir un comportement civique, éviter de jeter les ordures et éviter de boucher les caniveaux et autres. Parce qu'une fois que vous le faites, vous les rendez inefficaces. Et à partir de ce moment, l'eau va prendre n'importe quel chemin. Voilà un peu ce qui peut expliquer ce qui s'est passé. Je veux dire, déjà, pour ce qui est de l'activité humaine, donc on va insister là-dessus pour demander aux populations de ne pas jeter les ordures n'importe comment. Oui. Et vous avez aussi parlé d'éviter d'habiter dans les zones à risque. Mais justement, comment est-ce qu'on fait d'emblée pour identifier les zones à risque? Parce que lorsque vous êtes à la recherche d'une maison, je veux dire, votre premier réflexe, ce n'est pas ça. Vous cherchez une habitation qui correspond à votre budget et aussi peut-être à votre feeling. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le plus souvent, les populations connaissent les zones à risque. Lorsque vous habitez, je dirais de façon permanente dans un lieu, dans une région, vous savez, s'il y a un cours d'eau qui passe là, voilà, vous ne devez pas venir barrer le chemin de l'eau. Donc, les zones à risque sont recensées au niveau d'Abidjan. Ces recensements ont été effectués par le gouvernement. Vous avez l'Office national de l'assainissement et du drainage, vous avez l'Office national de la protection civile qui ont recensé ces zones-là et qui les ont communiquées aux populations. Donc, il faut éviter d'habiter dans ces zones à risque. Parce que si vous habitez là, quand on aura une forte pluie, vous allez vous mettre en danger. Non, mais excusez-moi, comme Caroline l'a dit, comment est-ce qu'un citoyen lambda, M. Sangaré, qui n'est pas un professionnel, qui n'est pas un expert, de savoir comment on lui fait pour savoir que là où il habite, parce que quelque part, le gars, il est en quête d'un toit pour gagner sa famille, comme Caroline a dit, son budget. Des fois, on n'a même pas le choix. Il n'a même pas le choix. Vous voyez un peu, comment lui sait que là c'est une zone risquée? Non, la vie n'a pas de prix. Vous voyez, quand vous habitez le flanc d'une colline, c'est-à-dire vous vous mettez en danger. Parce que quand il va pleuvoir, arrivé à un moment, l'eau va plus s'infiltrer. Et en ce moment-là, le sol n'a plus sa rigidité, c'est-à-dire que ça sera plus solide. Et quand ce n'est plus solide, ça commence à glisser. Donc, quand vous avez ces zones-là, il faut éviter d'aller habiter dans ces zones. C'est pour ça que nous disons, les campagnes sont réalisées pour que les personnes libèrent les zones à risque. Ces zones à risque ont été recensées et communiquées. Et vous allez sur le terrain, déjà, ils sont là, vous leur dites, bon, là c'est risqué, quittez. Est-ce que vous le faites? Mais si vous vous rappelez, les années antérieures, on a eu le préfet d'Abidjan qui était descendu sur le terrain pendant la période de saison des pluies. Donc, il est allé lui-même pour la sensibilisation avec les membres du gouvernement pour sensibiliser ces populations de libérer ces zones à risque. Parce que quand vous vous mettez dans ces zones, vous êtes en danger. C'est une activité, une activité ponctuelle, à ce que je sache, où après cela, il y a eu un véritable suivi, il y a eu des équipes qui ont été déployées sur le terrain pour prévenir les populations. Oui. Avant chaque grande saison des pluies, lorsque la Sodexam réalise ses bulletins, elle communique ces bulletins qui donnent la tendance pluviométrique, c'est-à-dire comment la pluie va se comporter cette année. C'est-à-dire ces informations sont communiquées au gouvernement. Nous avons le centre d'information et de communication gouvernementale qui a ces informations. Nous avons aussi l'Office national de la protection civile. Donc, ces personnes vont avoir ces informations. Et ces informations sont disponibles où exactement? Au niveau de l'Office national? Non, vous pouvez appeler l'Office national de la protection civile, mais ces informations ne sont pas gardées puisque avant la période de grande pluie, il y a des sensibilisations, des spots publicitaires qui sont réalisés. Présentement, quand vous suivez, vous voyez, il y a des messages qui passent, qui nous disent que nous sommes en saison des pluies et qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Mais justement, pour revenir à cela, c'est vrai, c'est bien beau de pouvoir donner des messages, mais nous sommes dans un pays où on a plus de la moitié de la population qui est analphabète. Et des fois, c'est même pas évident d'avoir une télévision chez soi. Et même quand on a une télévision, le message n'est pas forcément accessible. Je vais dire en dehors de ça, les moyens, les méthodes que vous utilisez concrètement
pour toucher les populations, ce sont lesquels? D'abord, les moyens que nous utilisons, bon, ce que je peux dire déjà, même pour la prévention au niveau de la population. Lorsque nous sommes en saison des pluies, il faut retenir que c'est un peu comme si nous sommes sur un terrain et que la balle est dans le camp de la saison des pluies. Donc la balle est dans le pied de la saison des pluies. Où ça va taper et comment ça va taper, on ne sait pas. Donc il faut être, je dirais, vigilant. C'est-à-dire vous devez rester à l'écoute de l'information. C'est-à-dire la population doit savoir qu'il y a des médias gouvernementaux qui donnent ces informations. Et même encore, ces sensibilisations sont réalisées presque partout. Aujourd'hui, tout le monde a pratiquement un smartphone. Donc, sur ces smartphones, nous avons les réseaux sociaux du gouvernement sur lesquels ces informations sont portées. Nous avons même le site de la Sodexam. Nous avons la page Facebook de la Sodexam sur laquelle nous mettons ces informations-là. Donc, ces populations doivent certes aller vers l'information. Je vois M. Sangaré qui vous regarde avec un air très étonné. Est-ce que, M. Sangaré, vous aviez cette information-là? Voilà. L'information d'abord de l'inondation, des risques d'inondation et de ce que vous habitiez dans une zone à risque. Voilà, merci. C'est ça, je suis écouté là. C'est bon. Quand on dit qu'on a informé les gens, on doit savoir. C'est cela. Vous voyez, la zone à risque, on doit prendre peinture pour tracer rouge ou noir. Vous quittez. Sangaré. Voilà. Merci. Vous quittez 10 jours ou 20 jours, en même temps accompagné avec un petit moyen. Oui. Tu n'es pas allé, par exemple, aller au cimetière, va aller à la maison. Aller accompagner. Écoutez, il y a la vérité, il faut dire, il y a les gens. Il faut accompagner avec un petit moyen, que ce soit gros ou petit, donne-lui quand même un petit moyen pour qu'il prenne son bagage et puis vous dire un délai. On n'a pas de moyens, c'est notre produit là, c'est délai sans vie. C'est-à-dire qu'il faut quitter. À la maison, la cause en va faire 400 000. Mais est-ce que on vous avait demandé de quitter? Personne. Vous êtes sûr, M. Sangaré, on ne vous a pas demandé de déguerpir? Je suis venu au quartier là-bas en 2007. Ça a été dit avant 20 ans. Là, il n'y a pas de oui ou non. Parce que si je ne suis pas arrivé, ça a été dit. Je suis venu, personne ne m'en a parlé. Après, aujourd'hui, j'ai un communication dans mon sac que le maire a donné en vente hier. Les gens qui sont restés en paix derrière nous là, d'aller le dire que la pluie qui vient là, c'est plus grave que pour l'année passée. Il y a commencé à main. Après, demain, à 9h, on va les appeler. On va appeler à la mosquée, on va appeler à l'église, on va appeler même au grain. Les frères quittés. L'année passée, mois de juillet, il y a 17 morts. Encore de voir, tout le monde a pleuré. Même vous avez pleuré. Même vous avez pleuré. Bien sûr. Donc, pas content de faire pleurer les Ivoiriens. Donc, quitter ce qui vient là. Même si la vie est douce, mais toi, il faut être dedans. Si tu n'es pas dedans, c'est plus doux encore. Donc, quitter à ta petite famille. Même si tu n'as rien. Il y a moyen de sensibiliser les gens en face à face. Mais sur la télévision, lui, c'est dit qu'il n'est pas concerné. Mais vrai que où c'est vrai, là, tracé, c'est du noir ou bien rouge. Lui, il voit demain, on dit que est-ce que tu vas vivre? D'après que si la mairie veut casser un coin, un mois après, il vient à convoquer pour vous donner. Vous quittez durant ce jour, au coin là, on va casser. Il peut dire ça une fois ou bien deux fois. Maintenant, toi, tu sais que tu es là pour juste, on t'a dit. Mais notre cas, ce n'était pas ça. Ça peut être comme presque tout le monde, presque beaucoup d'hommes de ça, qui a été dit à la télévision, mais vous ne savez pas que si tu es concerné. Monsieur a eu le trait qui est passé à rouge, en noir, sur la maison, c'est que vraiment tu es concerné. C'est ça, on doit mettre ça dans notre sensibilisation. Pas en téléphone, pas en micro, mais en parlant sur le terrain. D'accord, merci. Merci beaucoup. Mais monsieur Eklou, c'est vrai que ça paraît risible, mais ce qu'il est en train de dire est pertinent. Oui, c'est vrai, c'est sérieux ce qu'il est en train de dire, parce que nous déplorons tous qu'il y ait des morts lorsque la saison des pluies commence. Et notre objectif, c'est de vraiment assurer la protection des personnes et des biens. Et ce que je peux dire, il y a quand même des icônes que le gouvernement utilise pour la sensibilisation. Vous voyez, quand on va vers la saison des pluies, cette sensibilisation est réalisée. Et cette sensibilisation prévoit certains comportements qu'il faut adopter lorsque nous avons la saison des pluies. Par exemple, vous voyez un cours d'eau qui est en train de ruisseler, une inondation qui est là, il faut éviter de traverser. Parce que chacun doit être, je dirais, le premier à préserver sa vie. Vous devez vous-même, je dirais, être l'assurance de votre vie.
quand on vous donne ces genres d'informations, il faut éviter de se mettre en danger. Et on demande aussi aux populations d'avoir des kits, je dirais surtout pour ces populations qui ont des nouveau-nés. Parce que lorsque votre rue est par exemple inondée, même si votre maison n'est pas sinistrée, c'est-à-dire que vous n'avez pas reçu de l'eau dans votre maison, il faut bien continuer de vivre. C'est-à-dire pouvoir donner la nourriture, tout ça à l'enfant. Donc, c'est ces sensibilisations qui sont réalisées. Parlant du terrain, ce qui est dit, les municipalités vont sur le terrain, puisque à chaque fois, comme je vous le disais tout à l'heure, les zones à risque sont recensées. Et ces populations connaissent ces zones à risque. Ceux qui vivent dans ces zones à risque le savent. Vous voyez, l'année dernière, au niveau de Abobo, nous avons une zone qui, à chaque fois que nous avons des pluies, la zone se retrouve sous les eaux. Mais quand on a donné l'information à la population avant la saison des pluies, cette population a quitté la zone. Et quand les pluies sont arrivées, on n'a pas eu de pertes ou de dégâts voilà, dans ces zones-ci. Alors, Monsieur Eklou, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que, comme je le disais, la vie, c'est notre bien le plus précieux. Donc, nous devons tout simplement la préserver. Et généralement, le gouvernement demande à certaines populations de quitter les zones à risque. C'est vrai que ce n'est pas tant votre domaine parce que vous êtes dans le domaine de la prévention, mais justement, des fois, elles n'ont pas des moyens. Elles sont dans des situations très précaires. Alors, quelles sont les mesures d'accompagnement? Quand on leur demande de quitter un point A pour un point B, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement quand on sait à quel point c'est difficile aujourd'hui de louer une maison? Le nombre de mois de loyer déjà, ça vous met par terre. Oui, en fait, ce que vous dites, c'est ce qu'on constate aussi sur le terrain, parce que la population est vraiment vulnérable. Et le gouvernement, avec ses différents organes, prend des mesures pour accompagner ces populations. C'est-à-dire, quand on regarde sur, je dirais, les médias et les informations qui nous sont communiquées par ce gouvernement, par le gouvernement, nous avons des mesures pour accompagner ces populations-là. Mais ce que peut-être on déplore, c'est que lorsqu'on vous dit que cette zone est une zone à risque et qu'il faut libérer cette zone, et que des engins viennent, on vous fait partir, et qu'après, vous revenez recoloniser ces lieux-là, ce n'est pas bon. C'est des comportements à éviter. Voilà, hein. c'est ce genre de choses vraiment qu'il faut décrier. Voilà, je dis, c'est votre vie, donc vous devez être le premier responsable à assurer votre vie. Donc, quand on vous porte de telles informations et quand on vous dit que la saison des pluies a commencé, la saison a commencé. La pluie, vous ne pouvez pas prévoir son intensité ou bien son comportement. On va vous donner des prévisions. C'est vrai, chaque jour, on va actualiser le bulletin météorologique. On viendra pour vous faire une mise à jour sur les nouvelles informations qu'on peut avoir dans ce bulletin. Mais ça, c'est vraiment pour vous prévenir. Et une fois que vous avez ces informations-là, il faut en tenir compte. Et je dis toujours, il faut suivre les bulletins météorologiques qui vous sont communiqués par la Sodexam et par les médias d'État. Raison pour laquelle vous devez suivre tous les jours RTI 1. Justement. Ouais. C'est là qu'il y a les vraies informations. Alors, avant d'aller plus loin, Paulus a une question. Oui, déjà, tout à l'heure, comment j'écoutais M. Sangari, je comprends à travers son explication qu'il y a effectivement la barrière de langue au niveau du moyen de communication utilisé pour véhiculer le message. Maintenant, quand on dit que la municipalité est en charge d'informer les occupants des lieux, est-ce que la municipalité, son rôle, ce n'est pas aussi de veiller à l'inoccupation de ces lieux qui sont dits zones à risque là? Oui, bien sûr. Comme vous le dites, ça, c'est du ressort, je dirais, du gouvernement et de la municipalité. Quand vous savez que vous avez, par exemple, une zone où il y a un bassin d'orage, c'est-à-dire un lieu, quand on a une forte précipitation, l'eau va venir se concentrer dans ce lieu-là. Il faut éviter de construire dans ce lieu. Une fois que vous construisez, vous vous mettez en mal. C'est-à-dire quand on va avoir une première grosse pluie, l'eau va s'infiltrer dans les maisons. C'est-à-dire, ces zones-là, ces différents bassins sont connus. Il faut éviter de construire dans ces bassins-là. Parce que quand vous construisez dans ces bassins, vous réduisez l'efficacité de ces bassins. C'est-à-dire, à la moindre pluie, même si la précipitation n'est pas forte, le bassin
vous l'avez déjà endommagé en construisant là-dedans. Mais bon, je ne sais pas, est-ce que... je n'ai pas envie d'utiliser le mot, mais je veux dire, est-ce que c'est pas un peu léger quand même que de laisser des personnes construire sur ces zones à risque-là? Parce que la construction ne se fait pas en un jour ou en une semaine. Oui. Ça prend plusieurs mois. Oui, mais on ne peut pas faire le gendarme derrière tout le monde. Voilà. Mais c'est un peu notre rôle, non? Oui, mais on ne vous laisse pas orphelin. C'est-à-dire qu'il y a des messages qui vous sont portés. Donc, quand ces messages vous sont portés, vous devez en tenir compte. Voilà. Donc, on vous donne ces informations, que cette zone est une zone où l'eau se concentre, c'est-à-dire qui recueille de l'eau. Vous savez que c'est une zone à risque. Et vous allez construire là-bas. Mais vous vous mettez en danger. C'est-à-dire quand il va avoir la première pluie, voilà. Maintenant vous faites quoi? Eux s'entêtent à construire là-bas, vous arrivez, vous voyez, vous les laissez? Mais non, ça ce n'est pas, je dirais, de notre ressort. Puisque, comme je vous le disais, nous vous portons l'information météorologique. C'est-à-dire quel sera le déroulé de la saison. C'est-à-dire on va vous faire des prévisions saisonnières qui vont vous donner la tendance. On va vous dire, par exemple, que cette année, on va avoir de fortes précipitations. Donc, vous devez en tenir compte. Quand on vous porte ces informations, c'est pour que vous en tenez compte pour, je dirais, votre démarche future. Parce que lorsque vous n'avez pas l'information, vous ne savez peut-être pas quelles mesures prendre. Mais justement, une fois que vous êtes informé, vous êtes avisé. Donc, devant cette information, vous devez prendre je dirais, vous devez avoir un comportement. Alors, M. Eclou, nous sommes en pleine saison des pluies. Oui. À quoi doit-on s'attendre en termes de prévision? Oui. Déjà, quand on a commencé la saison des pluies, nous avons donné la tendance pluviométrique. Et si on essayait de garder tout de même le suspense? Voilà, un peu comme dans les films, là. Oui. Voilà, parce que tout le monde veut savoir. Oui. 2021, oui. À quoi on sera mangé, à quelle sauce on sera mangé, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que les pluies seront plus fortes que l'année dernière? Alors, juste le suspense. Tout à l'heure... Pour la pub, en fait. Suivez mon regard. Okay, on va pour la pub et on se retrouve juste après. Passez des moments exceptionnels toute la semaine avec C'est Midi. Depuis toi face, tout se rattrape demain. Et c'est dans le travail que tu vas réussir ton savoir. Lundi, c'est inédit. Des invités font des surprises à leurs proches en direct sur le plateau. Mardi, émotion. Des confidences, des témoignages émouvants, vos histoires de vie. Mercredi, jour de chronique. Faites le plein des cultures et découvrez des invités inspirants et modèles de notre société. Jeudi, le grand déballage. Des sujets de société qui vous interpellent avec la présence d'experts pour vous éclairer. Vendredi, c'est la grande finale. Le show pour célébrer des personnalités nationales et internationales. Hommage exceptionnel. À 12h, retrouvez C'est Midi avec Jean-Michel Aunin du lundi au mercredi et Caroline Da Silva jeudi et vendredi sur RTI 1. Alors, si vous prenez seulement maintenant en marche, sachez que vous suivez C'est Midi sur RTI 1, la chaîne nationale ivoirienne. Et nous parlions juste avant la pub d'inondation. Donc, M. Sangaré Brahima est notre invité, sinistré suite aux pluies diluviennes d'Anyama. J'ai tout perdu, donc c'est le thème de ce jour. Et on avait abordé une articulation, un sujet bien spécifique sur les prévisions de cette année. Et c'est là qu'est intervenue la pub. Voilà. OK. Donc, pour cette année, il y a eu des prévisions qui ont été réalisées et nous avons communiqué ces prévisions-là à la population. Donc, pendant cette saison, nous allons encore connaître de fortes pluies. Donc, nous appelons vraiment notre population à de la vigilance. Et surtout, de suivre les bulletins météorologiques qui sont diffusés par la RTI et les médias du gouvernement. Est-il possible de faire une comparaison avec ce que nous avons eu l'année dernière? Quand vous dites de fortes pluies, est-ce que ça sera moindre ou ça sera plus? Oui. Pour ce qui est du déroulé de la saison, chaque saison est variable. C'est-à-dire, vous avez des paramètres qui peuvent venir se mettre là-dedans et on peut avoir des intensités qui peuvent varier. Mais une chose est sûre, nous sommes en saison des pluies. Comme je le disais tout à l'heure, il faut être vigilant parce que la balle est dans le camp de la saison des pluies. Où et comment ça va taper, on ne sait pas. C'est-à-dire les prévisions vont vous donner une grande ligne sur le comportement, c'est-à-dire les pluies que nous allons avoir.
Mais pour ce qu'on voit présentement, c'est qu'il y aura de fortes précipitations. Donc ces fortes précipitations peuvent entraîner des inondations. Donc que nos populations libèrent les zones à risque, parce que les pluies seront encore fortes. Et nous avons... Dans quelle période et dans quelle région? Oui, je dirais tout le pays est concerné par ces fortes précipitations. Le danger, souvent, vient du fait que peut-être que nous ne sommes pas préparés, ou bien que nous vivons dans une zone... Parce que l'inondation peut être due à plusieurs phénomènes. C'est-à-dire, vous avez l'inondation qui est provoquée par une forte pluie. C'est-à-dire, on est là, il pleut fortement sur nous. Donc, l'eau, les ouvrages que nous avons ont certaines dimensions. Donc, ces ouvrages-là vont canaliser ces eaux-là. Mais si nous réduisons encore l'efficacité, ça va faire que l'eau va aller un peu partout. Mais vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle un débordement de fleuve ou bien même de cours d'eau. C'est-à-dire, ça peut être aussi provoqué par une forte précipitation. Ça veut dire, vous êtes dans une zone où il ne pleut pas. Ça veut dire que vous êtes là, il ne pleut pas sur vous. Et tout d'un coup, vous voyez, par exemple, vos caniveaux et autres qui sont en train de déborder. Parce que la pluie n'a pas eu lieu sur vous. Ça a eu lieu ailleurs. Mais comme ça ruisselle d'un lieu vers un autre, ces pluies-là peuvent venir provoquer des dommages là où même où vous étiez et vous n'avez pas eu ces précipitations. Il y a encore d'autres phénomènes tels que la déforestation et autres. Parce que quand vous détruisez le couvert végétal, ça va faire que l'eau ne pourra plus être retenue. Donc si cette eau n'est plus retenue, ça roule, ça ruisselle. Et ça va aller encore n'importe où. Et quand ça fait, vous laissez l'eau, je dirais, aller n'importe où, vous ne pouvez plus maîtriser cette eau-là. Et en ce moment, vous êtes en danger. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'être vigilant et de suivre les informations, puisqu'il y a une sensibilisation qui est faite. On doit être vigilant. Nous sommes en saison des pluies, il faut veiller, c'est-à-dire surveiller. Être vigilant, oui. Qu'est-ce que cela comporte? Ça veut dire qu'on reste chez nous, on ne va pas au boulot? Enfin, moi, ça me ferait du bien quand même pour un temps. Non, il ne s'agit pas de rester chez vous. Je disais qu'il y a la campagne de sensibilisation qui est faite. Donc, dans cette campagne, il y a des comportements à avoir qu'on diffuse à la population. J'avais déjà brossé quelques éléments de ces comportements à avoir. C'est-à-dire, la population doit avoir ça en tête. C'est-à-dire, quand il y a une pluie, vous devez savoir comment vous comporter. Le plus souvent, quand il y a de fortes précipitations, on voit des gens s'attraper les mains et traverser des zones où on est en train de voir de l'eau ruisseler avec un fort courant. Mais quand vous le faites, vous vous mettez en danger. C'est-à-dire, l'eau qui est là peut même prendre des véhicules. Voilà. Mais vous avez combien de kilos? À peine ça. Donc, quand ça va arriver, ça va vous prendre. Parfois, c'est la panique aussi qui fait. Vous voyez, quand on... Non, c'est parce que ces populations ne veulent pas patienter le plus souvent. Parce que vous voyez que l'eau est en train de passer. Vous pouvez attendre quelques minutes. Dès que le courant finit, vous continuez votre chemin. Mais vous voyez, peut-être parce que vous êtes trop pressé, vous dites non, que vous allez passer, vous allez traverser. Mais en traversant, vous vous mettez en danger. Et on a vu qu'il y a eu des personnes qui se sont faites emporter comme ça, parce qu'elles n'ont pas voulu patienter quand il y a eu la forte précipitation. Vous avez déjà trouvé un lieu où vous êtes en sécurité. Et restez dans ce lieu jusqu'à ce que la pluie finisse ou bien jusqu'à ce que le courant d'eau diminue. Justement, parlons de sécurité. Alors, M. Sangaré, aujourd'hui, vous êtes délocalisé suite à l'inondation de l'année dernière. Oui. Est-ce que vous vous sentez bien, vous sentez en sécurité là où vous êtes logé en ce moment? Bon, en gros, je me sens en sécurité. D'accord. Parce que cela ne va pas arriver. Là, ça, c'est maillot, c'est ça. Mais en dehors de ça, si c'est en paix, dans autre condition, tel que côté moyen, là, c'est très dur. Parce que 13 ans, mes maisons, je ne paye pas. Et maintenant, je paye. Avec 14 ans avant, ce n'est pas facile. Je ne suis pas salarié. 14 enfants. Ah oui, je suis un petit débrouillard au niveau commerce. Et les enfants, ils vont à l'école? Bon, l'autre est allé, il n'est pas allé à l'école parce que où je suis là, il n'y a pas d'école publique. C'est l'école privée, c'est cher, ça coûte cher. Donc, j'étais obligé de mettre dans l'école coranique. Parce qu'il n'y a pas moyen pour le couvrir. Moi aussi, je n'ai pas laissé à la maison. Donc, voici aujourd'hui ce qui est à peu près le même cas de notre 52 personnes qui a quitté dans un risque là. Voici un vie dans le même cas, presque nous tous. Oui.
Mais on veut profiter aussi de l'occasion pour saluer le ministère de la Solidarité, hein, qui a fait beaucoup pour les sinistrés et qui les a dédommagés chacun à hauteur de 300 000 francs. Vous avez été aussi dédommagé? J'étais le premier. Ah, vous étiez le premier. Ah, c'est très bien. En tout cas, nous, on vous souhaite beaucoup de courage. On sait que ce n'est pas facile, surtout que vous êtes dans une zone aujourd'hui où vous n'arrivez pas à scolariser tous vos enfants. On espère bien que des voix généreuses vont nous entendre et puis peut-être, pourquoi pas, vous venir en aide. Alors, l'émission n'est pas terminée. Paulus Agathon pour la chronique du jeudi, de façon exceptionnelle, qui remplace Manuela Pocosi. On va aller sans jingle. Ça vous convient ou pas? Ça me convient. D'accord. Alors, il faut dire que la fréquence des catastrophes naturelles et plus spécifiquement des inondations a considérablement augmenté ces dernières années. Et la raison principale, c'est bien sûr le changement climatique. Et parmi les plus courantes des catastrophes naturelles, on a bien sûr les inondations, les tempêtes, les tremblements de terre et les sécheresses. Et la plupart du temps, quand elles surviennent, surtout dans les pays économiquement faibles, notamment d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie, elles impactent considérablement et avec notamment des dégâts massifs, des pertes de moyens de subsistance et pire, des pertes en vie humaine. Et le plus difficile dans ces pays, c'est que les mesures de prévention et de protection en cas de catastrophe naturelle font défaut ou n'arrivent pas à couvrir tous les besoins. Et donc, quand des zones à risque sont identifiées, les stratégies les plus courantes, sinon les plus récurrentes, sont la sensibilisation et les déguerpissements pour réduire les dégâts et les souffrances en cas de catastrophe. Malheureusement, les communautés le perçoivent assez difficilement, très souvent, parce qu'elles ne savent pas où se reloger en l'absence d'alternatives. Donc, les gouvernements tentent bien que mal de mettre en place des plans hors sec qui, je le disais tantôt, ne réussissent pas à couvrir toutes les situations. En termes de chiffres, si on remonte à ces dernières années, selon la Banque mondiale, depuis 1980, les catastrophes naturelles ont fait plus de 2 millions de morts et causé près de 3 000 milliards de dollars de pertes. Je n'ose même pas imaginer la conversion en francs CFA. À l'échelle de la planète, les pertes ont bondi de plus de 600%, passant de 23 milliards de dollars par an dans les années 80 à 150 milliards pendant la dernière décennie. En août 2015, 12 régions et plus d'1,6 million de personnes au Myanmar, en Birmanie, ont été touchées par de fortes inondations. Et près de 385 000 maisons ont été endommagées ou complètement détruites, avec au moins 117 personnes qui ont perdu la vie. On se souvient également des inondations qui ont fait 2000 morts et 15 millions de sinistrés au Pakistan, ou encore à l'éboulement de terrain en Chine qui a fait 800 morts, sans oublier le tremblement de terre qui a affecté Haïti et bien d'autres situations. La Côte d'Ivoire, nous le disions, n'est malheureusement pas épargnée, puisque les pluies diluviennes et glissements de terrain font de nombreux dégâts et pertes en vie humaine chaque année. À titre d'exemple, on a, comme le disait M. Sangaré, à Niama, où l'an dernier, le glissement de terrain a emporté une vingtaine de maisons à Niama, en faisant 17 morts et de nombreux disparus qui étaient ensevelis sous des tonnes de boue. Entre mai et juin 2010, les pluies diluviennes ont provoqué des inondations et des éboulements de terrain qui ont causé 25 morts à la Riviera, à Aguien, Gobelé, à Djamé-Williamsville, à Djamé, sapeurs-pompiers, ainsi qu'à Bobo. Et la plupart du temps, ce qui revient, que ce soit en Afrique ou ailleurs, c'est que les pays qui, après une catastrophe naturelle, ont réussi à reconstruire solidement, plus vite et avec un souci d'inclusion, peuvent diminuer considérablement de 31% l'impact sur les moyens de subsistance et le bien-être des populations. Et la plupart du temps, il y a également des pertes mondiales. Voilà. Cependant, nombre de pays en développement n'ont même pas ces moyens-là pour pouvoir parvenir à réaliser, on va dire, une reconstruction après ces différentes pertes. Pour essayer de réduire ces impacts, à la suite de la conférence mondiale sur la prévention des catastrophes de janvier 2005 au Japon, la CEDEAO, ainsi que l'Union africaine, y compris la Côte d'Ivoire bien évidemment, se sont engagés à développer des bases institutionnelles nécessaires pour mettre en place de manière progressive une plateforme nationale pour la gestion des risques de catastrophes. Il y a eu dans ce sens la réalisation d'un guide de sensibilisation sur la réduction des risques de catastrophes dans notre pays. Mais tout cela ne peut être possible, comme nous le disions, si la population n'est pas attentive aux instructions des autorités, notamment aux campagnes de sensibilisation. Et pour vous montrer l'impact du non-respect des alertes qui sont lancées par les autorités, je vais terminer en vous partageant un fait qui s'est passé il y a 35 ans en Colombie. Alors en Colombie, il y avait un volcan, le Nevado del Rius. Autour du volcan, il y avait différentes populations qui résidaient. Et les autorités ont lancé des alertes
assez régulièrement concernant une probable éruption volcanique. Les populations ont refusé de l'entendre. Et à un moment, ils se sont rendus compte que la neige qui recouvrait le volcan a commencé à se transformer en boue parce que le volcan était entré en éruption. Et quand le volcan est entré en éruption, ça a commencé à se déverser tout autour. C'est là que les populations ont cherché à fuir. Et dans cette fuite, on a le malheureux cas de la petite Omaira Sanchez, une petite fille de 13 ans, qui est restée pendant plus de 60 heures sous les yeux du monde, impuissant. Et elle a fini par perdre la vie parce qu'elle était bloquée au cours de sa fuite. Et malgré tout ce qu'ils ont tenté pour la sauver, ça n'a pas marché. C'est une histoire qui a ému tout le monde entier. Hein. Et, tout à fait, tout à fait. Et c'est très désagréable de se retrouver dans pareilles circonstances. C'est pourquoi il est très important d'écouter les instructions qui sont données par nos autorités. Voilà. Merci beaucoup. Très belle chute, en tout cas, Félix Agathon. Merci infiniment. Il faut donc être à l'affût, il faut aller chercher l'information et préserver notre vie. N'est-ce pas, M. Oclou? Oui. Alors, j'aimerais savoir, M. Sangaré, est-ce qu'après l'incident de 2020, là, ce qui s'est passé le 18 juin, est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore restées là-bas? Bon, je peux dire oui, parce que le quartier est un peu grand. Il y a des personnes qui sont restées là-bas? Mais où ça a limité qu'on a quitté, nous, on a quitté. Le quartier, ça continue à aller. C'est presque demi-kilomètre. Alors que pour nous, c'était un truc de 200 à 100 mètres. Donc nous sommes quittés. On est quittés. Mais le lundi, le maire m'a... S'il y a un message que vous voulez leur donner, pour ceux qui sont restés là-bas jusqu'à aujourd'hui, et on leur dit encore qu'il y a un danger avec la prochaine saison des pluies, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Le lundi, le maire m'a appelé. Mais elle m'a dit cela. Est-ce que vous avez compris ma question? Oui, il y a bien. Tu m'as donné un courrier. OK. C'est dans mon sac. Donc, on a prévu demain, vendredi, on va convoquer tous. Pour venir dire, si tu n'es pas quitté, ce qui peut arriver, on va s'arrêter là. Nous, on était déjà victimes. On sait quoi on a perdu. Le mieux demain, ton bail à ta main, c'est mieux que le va envoyer. Donc, on est prêt demain pour les parler. Vous allez retourner où vous étiez, ceux qui sont restés? Non, oui, demain. Vous êtes à la télévision, il faut le dire même pas. Ok, d'accord. Mais en face de ça, mes parents, d'autres au champ, d'autres peut-être à l'école, dans son petit métier. Mais moi, j'ai pris demain de ne pas travailler. Et après, tout le monde, on va en parler. Il y a certains qui ont perdu leur vie. Vous avez perdu quoi exactement? Moi, seulement, dans ma maison, je suis seulement qu'en avait tout. On avait tout la maison. En dehors de la cour, j'ai perdu. Bon, ça, c'est grand. En dehors, j'ai perdu la cour. Donc, en tout cas, il y a cour, mais ce n'est rien à côté de... Mais à côté de mon habit, on a tout retenu pour faire sortir avant que ma machine l'ait cassée. D'accord. Mais le toit, il n'y arrive pas. Le maire m'a assez parlé qu'il n'a pas joué les 6 ans. C'est ce qu'il va dire encore dessus. L'État nous regarde. Si on a bien parti, demain, il peut nous appeler. Voilà que il m'a appelé. D'accord. Si on s'est séparé en parlant, il n'a pas appelé. Monsieur Sangaré, tout à l'heure, si on a le temps, vous allez parler aux gens. Ils sont restés vos anciens voisins. Alors, Philo, la piqûre. Un piqûre. Vous allez utiliser les 2 piqûres ou une seule piqûre? Non, les 2. Ah, d'accord, c'est chaud, là. Pile ou passe. On les retrouve tout de suite. La piqûre de Dr Philo. Ça, c'est la piqûre du gouvernement, l'État, les autorités. Ouais, on vous remercie déjà. On sait que les conseils que vous avez donnés, les gens vont bien appliquer ces mesures-là. Et merci d'être là, de donner, de prévoir. C'est bon comme ça, chaque fois quand vous venez prévenir, c'est bon. Merci. Voilà, vous donnez ces prévisions-là, c'est bon. L'État fait beaucoup. Je dis toujours, l'État fait beaucoup. Mais l'État doit faire beaucoup encore. Beaucoup plus. Voilà, beaucoup plus. Parce que s'il y a l'État, c'est qu'il y a la population. Voilà, donc l'État doit faire beaucoup. Où on est là, vous voyez un peu tout. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 322 462 km². Et donc l'État a le droit, sinon le devoir de protéger tous ces citoyens qui vivent sur ce territoire. Ça, c'est indiscutable. Hein. Ah oui, comme eux-mêmes le disent, c'est un droit régalien. Ah oui, c'est indiscutable. Sinon, on est là même là. Quand il y a inondation, riz, huile, tout ça. Quelqu'un même qui a la maison est parti, qui s'arrête dans le vent, mais comment il est dedans. Vous voyez un peu. Voilà. Nous, l'État fait beaucoup, l'État. Il y a quoi quel État? Rue ministre, mais oui, le grand type, rue ministre, Cocody, mais il y a inondation. Donc l'État même, eux-mêmes, ils sont inondés. Donc nous-mêmes, eux-mêmes, ils sont inondés. Donc nous-mêmes, ça sera rien. Je laisse pour l'État, la population. Voilà, pardonnez. Quittez dans les zones à risque. On va vous dire, et puis mettez en application ce que M. Sangaré a dit. Parce que ça, c'est un vrai témoin qu'il a là. Il dit mettez très rouge ou noir sur les maisons. Quand il voit équipe. Vraiment. Allez-y mettre les très rouges, très noirs sur les maisons.
Allez-y, voilà, et puis il faut prévenir déjà. Moi j'ai dit, c'est vrai, on a dit, il y a CMD, on dit 2 saisons plus, 2 saisons, tout est... Mettons même machine et ménager. Pour Dieu là, on sait qu'à partir de mai, juin, il y a pluie. Oui. Donc ça vous dit tout ça, laissez ça là. Merci. Prenez toutes les dispositions et la prévision, je le dis, il faut tout... Excusez-moi, il y a un quartier à Yopougon, quand ils quittent le corridor, ils sont en haut, ils sont ces zones à risque. Et ils disent, et puis le quartier, ça peut tomber mort. Vous faites quoi là-bas? Vous-même, vous dites tomber mort, vous faites quoi là-bas? Il faut quitter les zones à risque. Merci infiniment, Dr Philo, pour la piqûre. Monsieur Ferdinand Eclou, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur toutes les préventions par rapport, sinon liées aux inondations, les préventions météorologiques. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ça va? Ça s'est bien passé? Oui, ça va. On ne vous a pas trop bousculé? Non, ça va. D'accord. Pardon? Des consignes à suivre. Oui, on en a parlé. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Sangaré, merci infiniment et puis beaucoup de courage à vous. Alors, l'association des femmes dynamiques de la Baébé, c'est bien cela. Baébé, c'est un village de Diokoué, organise la première édition de la fête des mères du canton central de Diokoué le samedi 5 juin 2021 au terrain sportif de Baébé à partir de 9h. On y sera. Alors, on va terminer en beauté. On termine en beauté avec Pain Lenou, c'est de Sonia. Voilà, elle nous vient aussi de la région. La piste, la place d'Itibi vous appartient. Donc, on va gâter un peu le coin ensemble. Ah, apparemment, j'ai un cadeau là. Venez, allons danser. Allons danser, allons danser. Soua. Ah, soua. Mon pognon va sourire, maman de vrai, que vaille, maman de vrai, quand il Sonia, il va jamais. Sonia, Sonia, one party by you, and now you will you. Sonia, Dana, no, when you were here, but Sonia, near where you are. I do have you. Sonia, I do blow at it. Sonia's a man.